On va continuer cette journée plutôt, en ce début d'après-midi, avec une conférence sur la confession de magasins qui marchent, avec surtout l'intervention de Jean-Paul Mochet du groupe Prozol. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Charlotte Bricard, je suis journaliste et j'aurai le plaisir de t'interviewer pour cette séquence où on va se parler de magasins, de retail. Ça fait quelques années que je suis de près les conférences qui se donnent ici et ça fait de nombreuses années qu'on entend quelque part le retail est mort, vive le retail. C'est un peu ce qu'on va essayer de creuser comme sillon ensemble. Peut-être avant de commencer, si tu le permets, Oui. puisqu'on est là pour parler de business et de commerce qui marche, je vais donner quelques chiffres te concernant et je te propose de les corriger ou de les amender et de préciser celles que j'ai pu glaner. Une petite intro data, donc. J'ai fait mon marché en ligne et j'ai découvert que tu es né le 18-08-64 à Paris, qu'à 24 ans, tu y as ouvert ta première pizzeria, en tout cas pas très loin, avant de rejoindre Quick à 30 ans et d'en devenir directeur pour la région parisienne. En 2000, tu rejoins le groupe Casino, que tu ne quitteras qu'en 2022, après être devenu président de Franprix et du groupe Monoprix, qui à l'époque regroupait les enseignes Monoprix, Naturalia et le site Sarenza. Voilà pour ce qu'on peut lire, ce qu'on peut trouver dans les articles de presse. Qu'est-ce qui peut éclairer ce portrait chiffré, s'il y avait une info qui manquait ou un chiffre clé ? Bien, les 2 années qui ont suivi Casino, 2 années durant lesquelles j'ai créé une société de conseil qui s'appelait Copériance et qui avait 3 activités majeures. La première, c'était de conseiller, plutôt alimentaire, des grands groupes, des copains du retail, ou de la logistique, ou des cabinets de conseil. La deuxième, plus nouvelle pour moi, c'est d'accompagner des jeunes entrepreneurs. Oui. Il y en a ici un village. Un village complet. Et j'en ai accompagné 35, je croyais que tu veux demander un chiffre, mais c'est 35 jeunes start-upers. Alors, c'était extrêmement varié, parce que ça allait des champignons, pas hallucinogènes, hein, des champignons pour manger, et du funéraire avec Clémentine Piazza et In Memory, mais aussi des casques moto. Avec quand même toujours cette idée de participer à imaginer le commerce de demain ? Alors oui, en tout cas de transmettre à la fois ma passion et mon savoir. Je trouve que j'étais arrivé à un âge où je pense que j'avais acquis une certaine expérience et qu'il me semblait important de me rendre utile pour ces jeunes entrepreneurs. Et ça, je l'ai fait de manière bénévole pour 90% d'entre eux. Donc ça a été une activité formidable. Et puis troisième activité, j'ai créé avec le ministre du Commerce de l'époque, alors il faut remonter à au moins 6 mois, c'est-à-dire il y a 4 ministres, non pardon 3, donc une association qui s'appelle France Commerce Rural et qui a pour ambition donc de redéployer de l'économie commerciale dans les communes rurales en s'appuyant sur toute l'expertise de la grande distribution, tout le modèle industriel de la grande distribution. Voilà. Ce mandat, justement, pour France Commerce Rural, il rebondit aussi avec une autre casquette que tu as, puisque tu es une personnalité reconnue par le gouvernement pour justement réfléchir à ces sujets du commerce. Est-ce que ça veut dire que tu as finalement une vocation politique au-delà de ta passion pour ce sujet du commerce ? Alors effectivement, il se trouve que je siège aussi au Conseil national du commerce en tant que personnalité qualifiée. Ne reprenez pas les initiales, s'il vous plaît. Voilà. Et ça, c'est effectivement lié à un engagement plus sociétal que politique,
je ne fais pas de politique, je n'en ferai pas, mais m'engager pour la société. Le commerce, j'aime à dire que le commerce, c'est la vie. Tout dans le commerce exprime l'entre-soi, le tiers-lieu, la relation à l'autre, le dynamisme économique, l'architecture urbaine, etc. Et c'est ce qui m'intéresse fondamentalement dans le commerce. C'est ce qui fait vibrer vraiment la fibre du marchand, parce que pour le coup, c'est un mot que tu emploies volontiers. Oui, le marchand, le lieu de vente, et la marchandise, mais je suis en train de vriller, mais on en parlera un peu plus tard, entre la marchandise et le produit, si vous voulez. Très bien. Si on revient un petit peu à ces années, à cette transition, j'ai souri en lisant un article qui te présentait à son tour et qui commençait plutôt par celui qui a révolutionné Franprix avec ses barres à salade et ses cuisses de poulet rôti à 9,99 € a été recruté en mars dernier à la présidence du directoire de Prosol. Finalement, après 22 ans, qu'on retienne les barres à salade et les cuisses de poulet rôti, ça t'a fait sourire. Est-ce que tu trouves que c'est finalement aussi un bon résumé, ou comment est-ce que tu as lu cet article? C'était Les Échos. Alors, c'est pas complet parce qu'il manque le jus d'orange. Déjà. Mais oui, ça peut être un bon résumé si on considère que les barquettes de poulet, de cuisses de poulet plus pommes de terre à 3,99 €, voilà, ne sont qu'un produit, mais c'est pas ça, c'est un service. Quand on a fait la révolution avec les équipes, je l'ai pas fait tout seul, j'aime à le dire, de Franprix, on l'a fait avec une idée nouvelle du commerce, encore une fois, réinventer le tiers-lieu, proposer des services du quotidien à l'ensemble des urbains. Et peut-être que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que cette proximité que tout le monde appelle de ses voeux, que tout le monde applaudit des deux mains, parce que ça fait 2,5% de croissance, je t'ai grillé ta question d'après. Oui, c'est formidable, mais ça c'est de la proximité géographique, c'est assez simple, et on le fait, nous, chez Prosol, en essayant d'entrer dans les villes. On y entre d'ailleurs avec succès, 2 magasins dans Paris qui cartonnent. Mais le plus difficile, c'est quand même cette proximité humaine, cette proximité relationnelle, et ça se fait sans artifice. Hein. Je le dis toujours, on est plus proche, on peut être très très proche d'un ami qui vit à Tokyo et ne pas connaître son voisin. C'est cette relation que moi je recherche dans le commerce. Ce chiffre, il est intéressant. C'est vrai que j'aime bien utiliser les chiffres. C'est 2,5%, c'est donc la croissance du créneau proxy, qui était le chiffre avec lequel les équipes de BFM Business qui t'ont interviewé en janvier dernier ont ouvert l'interview. C'était au moment de l'ouverture du 2e magasin monjardin.fr. Et quelque part, ça donnait aussi un angle, en tout cas, peut-être une clé d'entrée sur un créneau, le pari presque, que tu défends aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est la façon dont je l'ai lu. Et donc, ce maillage géographique qui est au cœur du sujet. Pour toi, c'est pas vraiment, finalement, le cas. C'est une bonne lecture. Avec monmarché.fr, notre ambition, c'est d'amener tout notre savoir-faire, j'y reviendrai après, tout notre savoir-faire autour des produits frais en centre-ville. Il se trouve qu'une grosse partie de la population vit en centre-ville, et dans le centre-ville, c'est là qu'il y a le moins d'offres alimentaires de produits frais. On la trouve plutôt en périphérie. Et donc, cette ambition, on l'a testée rue Lecourbe, dans Paris Intramuros et à Puteaux, et on l'a testée avec un succès phénoménal. Il commence à tourner sur les réseaux sociaux des files d'attente infinies à Puteaux, en disant que c'est le magasin Apple de Puteaux maintenant. C'est pour la pomme, ça. Voilà. Et on s'aperçoit, en fait, quand on questionne les clients, que ce qu'on a apporté, ce n'est pas des mètres carrés supplémentaires, mais c'est une salade qui a été ramassée la veille, qui n'a pas tourné sur entrepôt, et qui finit avec 24 heures de sortie de terre dans un magasin qui est exceptionnel, qui est proche, moi je le dis aussi, d'un chef-d'œuvre. Voilà. Comme on reparle de salade, je reviens 2 secondes au bar à salade. Oui. C'était aussi un parti pris qui était un peu à contre-courant de la course à la marge dans laquelle se lancent bon nombre de concurrents ou d'acteurs compte tenu du contexte. Le point justement sur le juste prix entre compétitivité et rentabilité, comment est-ce que tu le perçois aujourd'hui et comment est-ce qu'il a changé depuis cette innovation ? Alors, un juste prix, c'est un prix sincère, déjà. Et sans déflorer la question finale, la sincérité dans le commerce est peut-être la chose qui s'est le plus perdue. Un juste prix, c'est sincère, c'est un prix pour un produit. Et je vais faire là la différence entre le produit et la marchandise.
en prenant le parcours d'une pomme. Si tu prends une pomme sur un pommier, si je prends une pomme sur un pommier et que je te l'offre, je t'offre un produit. Et ça restera un produit tant que je n'ai pas mis un prix dessus. Et où le point de bascule est fort, c'est quand le prix est plus important que le produit. Et c'est un peu ce à quoi on assiste aujourd'hui dans le commerce alimentaire. Il y a plus d'importance sur le prix, il y a plus de communication sur le prix, il y a plus d'artifices sur le prix, la promo, les bons de réduction, tout ce que vous voulez, plutôt que sur le produit. Donc la sincérité se fait dans le produit. Dans les bars à salade, on avait des produits qui étaient excellents. Et pour en revenir à ProSol, puisque j'interviens aujourd'hui en tant que président de ProSol, nous avons plus d'attention à faire des heureux que faire des euros. Mais quand on fait des heureux, on fait des euros. Peut-être justement pour ProSol, il y a un exercice auquel je pense qu'on a assisté, et vous aussi, c'est le pitch des startups, que je trouve un exercice super difficile. Si jamais tu devais pitcher ProSol en 1 minute, 1 minute 30, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme photo à date? Top chrono. C'est parti. On n'a pas de retour du temps. ProSol, depuis 35 ans, met toute son énergie au service du goût accessible. Nous sommes une entreprise qui sélectionnons, valorisons et vendons des produits de qualité et d'origine reconnue. Notre métier premier, c'est l'amont. On est plus proche de la bonne production que de la distribution. On est le point d'ancrage entre le bien produire et le bien consommer. Voilà, ça, c'est notre position. Et on le fait comment ? Auprès de 700 producteurs français avec qui on a tissé des liens extrêmement forts, avec qui on parle en direct, sans coopérative, etc. Donc on achète des produits auprès de ces fournisseurs avec un cahier des charges qui est particulier. On choisit par exemple le versant de l'arbre dans lequel on va chercher la pêche, par exemple. On bonifie les produits, on est les seuls à le faire en France, dans nos caves d'affinage, à Pondin par exemple, 10 000 m², où on continue d'affiner par exemple le Morbier, mais le Comté et d'autres raclettes. On bonifie aussi nos fruits, notamment nos fruits à noyaux, dans nos mûrisseries, au nombre de 2 en France. On transforme, on coupe, on fait des enrobés, on fait des bris truffés, etc. On transporte avec une logistique 2.0, si je reprends l'exemple de ma salade. La salade que vous allez trouver demain matin dans les grands frais, elle a été, dans la plupart des cas, ramassée la veille. Okay. 24 heures entre sortie de champ, cahier des charges pour le producteur, tu ne sors pas la salade tant que mon camion n'est pas arrivé. Cahier des charges de la logistique, elle transite quelques heures. Cahier des charges du magasin, elle transite quelques heures. Et le lendemain matin, il n'y en a pas, ce sont des nouvelles. Ça, on est les seuls à le savoir faire. Tous nos magasins sont livrés tous les jours, sans exception, avant ouverture. C'était le pitch ProSol par Jean-Paul Mochet. Voilà. Et tout ça, vous le voyez, vous, clients, dans les magasins, parce que c'est la partie visible de l'iceberg. Vous les voyez dans nos enseignes. On est partenaire et fondateur de Grands Frais et l'acteur premier. Nous avons aussi les enseignes fraîches, Boulangerie du Marché, monmarché.fr, Mon Marché Magasin, Biofrais, et en Italie, s'il y a des Italiens dans la salle, Banco Fresco et Panfe. Pour voter pour la start-up, non je plaisante, pour en revenir peut-être à l'intitulé et au magasin qui marche, maintenant qu'on a cette vision quali de ce qu'est ProSol, est-ce qu'il y a des indicateurs du succès des magasins, justement, ProSol en tout cas, que tu peux partager? C'est pas du flanc ce que je veux vous dire, les seuls indicateurs qui circulent dans l'entreprise, en tout cas pour l'ensemble des collaborateurs, c'est les indicateurs de satisfaction. Donc notre premier indicateur à tous sans exception, et on connaît ceux de la veille, ceux de l'avant-veille, etc., c'est la fréquentation. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien de clients ont passé la porte de nos magasins. Le deuxième, c'est le taux de satisfaction qu'on mesure au travers d'un NPS comme tout le monde, et on est 10 points au-dessus du meilleur en France, donc très largement au-dessus. Et on regarde ça comme l'huile sur le feu. Okay. Voilà. Et après, bien évidemment, c'est notre capacité à déployer ce que les gens aiment, à se rapprocher des populations, c'est notre nombre d'ouvertures. Alors, qu'est-ce que les gens aiment et surtout, qu'est-ce qui t'a convaincu dans cette nouvelle aventure de t'engager pour l'avenir auprès de ProSol, de rejoindre ProSol aujourd'hui? Une philosophie d'entreprise où tout est orienté sur le goût, et uniquement le goût. On goûte 100% de nos produits. On est dans une entreprise où tous les produits sont goûtés, sans exception. Il faut
faire du sport de temps en temps. C'est une entreprise qui est orientée produit, ça je vous l'ai dit, je vous le redis, que 80% de notre barrière à l'entrée, de notre savoir-faire est basée à l'amont, elle n'est pas visible. Et ça, c'est important pour le consommateur final. C'est important pour le consommateur final, c'est une entreprise qui est sincère vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis aussi de ses collaborateurs. Et c'est une entreprise qui est gérée en bon père de famille avec son fondateur Denis Dumont qui est toujours présent à nos côtés et qui ne lâche rien à son dogme initial, rendre accessible le meilleur des produits. Ça correspond un peu à une vision que tu as d'ailleurs développée dans un livre que tu as écrit il y a quelques années, qui était le livre Affinité, dans lequel, en parlant de punchline, il y avait une phrase qui résumait ta perception du sujet, qui était finalement, on vient pour ce qui ne se vend pas. Oui. À quel point est-ce que ça reste vrai aujourd'hui ? On vient aussi pour tout ce qui ne se vend pas, et ça reste vrai plus que jamais. On vient par exemple pour un transfert d'émotions. Voilà. Est-ce que vous vous dites, quand je vais chercher mon paquet de lessive, je vais trouver autre chose que du paquet de lessive? A priori non, mais quand vous le trouvez, cette émotion, dans un regard, dans un échange, dans un conseil, vous achetez des topinambours, vous ne savez pas comment les faire, vous avez quelqu'un de formidablement sympathique qui vient vous expliquer comment les cuisiner, qui vous donne sa propre petite recette. Ça ne se vend pas, mais c'est le petit plus qui fait la différence. Et je trouve que aujourd'hui, les émotions, en général, sont passés au tamis du prix. Voilà. Et par rapport au fait de cette fréquentation croisée avec cette réflexion-là, ça m'amène à une autre question, c'est qu'ils viennent, c'est bien, qu'ils reviennent, c'est mieux. On a entendu beaucoup d'ateliers et de sujets de fidélisation cette année comme les autres années ici. ProSol n'a pas de programme de fidélité. C'est pas forcément pour vous un levier clé ? Alors moi j'ai une conviction très très forte depuis quelques années, c'est que la fidélité ne s'achète pas. Et ça, je pense que beaucoup de retailers devraient l'entendre et en faire une maxime propre. Mon mari ne doit pas entendre cette phrase. La fidélité ne s'achète pas, la fidélité c'est une preuve d'une relation accomplie. Et donc tout est dans la relation. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aujourd'hui à mettre en place un programme relationnel chez ProSol, dans nos enseignes Grand Frais, dans nos enseignes fraîches. L'avenir vous montrera qu'on est capable de le faire avec brio, mais avec une seule volonté, une première volonté, c'est de continuer d'être le continuum du transfert d'émotions. Ce qu'on voit dans les magasins, quand on rentre dans un magasin Grand Frais, en général, on fait waouh quand c'est la première fois. Ben, je veux du waouh dans l'app. Je veux C'est quoi du waouh dans l'app ? Du waouh dans l'app, c'est des conseils. C'est par exemple, allez, je vous donne juste on déflore un petit peu le sujet, vous avez une avant-première, tu as une avant-première. C'est par exemple la capacité de faire une recette chez soi, mais à deux, en couple, en même temps, chacun en la suivant sur son propre portable, avec son propre parcours dans la recette, et de se marrer en plus, parce que c'est important. On est d'accord. Ça m'amène juste au sujet de la data, justement, qui est le nerf de la guerre des programmes de feed et de relations. Quel usage vous en faites actuellement et comment est-ce que tu envisages d'accélérer ou de progresser ou d'optimiser cette data ? Alors derrière tout ce que je viens de vous dire, notre métier presque de paysan se cache une entreprise qui est extrêmement connectée à la data, qui utilise l'IA dans plein de domaines. Et la data, c'est notre cœur de réacteur pour analyser, pour personnaliser, pour performer, pour faire de l'humain augmenté. Donc oui, on utilise beaucoup la data. On l'utilise par exemple pour faire de la pro et pour encore raccourcir nos délais entre le sortie de terre et l'entrée dans le frigo. Okay. La data nous sert à conserver notre bon sens. Et l'IA et la tech en général, comment est-ce que vous innovez, sur quelle piste vous travaillez, sur quel nouveau champ d'application ? Alors d'abord, elle restera invisible dans nos magasins. Notre cœur de métier, ce sont des étals fruits et légumes où les légumes font le job. Voilà. On n'a pas besoin de rajouter des écrans, je sais pas moi, de la RFID ou je ne sais quoi. Donc la technologie sera invisible au profit du vrai produit. Deux, elle participe à améliorer la productivité pour simplifier les tâches les plus répétitives, aider le personnel, mais elle ne remplace pas le personnel.
Elle permet d'avoir du personnel augmenté. Elle permet évidemment la personnalisation. Elle nous permet par exemple de créer des algorithmes pour mieux affiner nos fromages, etc., etc. J'entendais par exemple les équipes de Madines raconter ce qu'ils avaient vu, je crois que c'était à la NRF, et des magasins qui utilisent l'IA pour finalement piloter les tâches attribuées à chacun dans son rayon. Est-ce que c'est des réflexions que vous menez? Non, parce que nos chefs de rayon sont pilotés par la demande client, par le flux et parce qu'ils ont sur leurs étals. Donc ils ont par exemple toute autonomie pour pouvoir mettre en promo des tomates parce qu'ils n'en veulent plus le soir pour que ça finisse à sec, ou de changer les implantations parce qu'il se met à pleuvoir, etc., etc. Donc on ne veut pas être régisseur de leur inventivité. Ça, on les laisse complètement autonomes. Mais par exemple, on est en train de tester, et on est quasiment en voie de déploiement, une caméra avec reconnaissance visuelle pour faciliter la pesée en caisse. Donc une caméra avec des algorithmes, avec du machine learning, etc., qui permettent en fait d'accélérer le passage et d'éviter à nos hôtes et hôtesses de caisse de devoir retenir plus de 500 codes, voilà, avec le potentiel erreur qu'il peut y avoir. Ok, et on parle beaucoup de retail puisque c'est le sujet de notre conférence. Le e-commerce reste le sujet de nombreux acteurs ici. Comment est-ce qu'aujourd'hui cohabitent retail et e-commerce dans justement les différentes enseignes dont on a parlé? J'ai été amusée de voir justement le monjardin.fr s'inviter dans nos rues quelque part et pas l'inverse. Oui, monmarché.fr, c'est une autre manière, peut-être encore plus proche, d'apporter du frais dans les appartements des Parisiens. Notre volonté, en fait, c'est d'avoir cette continuité entre le champ et l'assiette, pour de vrai, c'est ce qu'on aime à dire. Et si cette assiette passe par un service de livraison en ligne, on le fait ainsi. Je pense qu'il y a une cohabitation très forte entre le physique et le digital, que les deux se nourrissent, interagissent. Et c'est ce qu'on essaye de faire, tout simplement. Voilà. Ok. Et pour répondre à la question qui était posée sur l'avenir ou les beaux jours du retail, si jamais la question était formulée aussi simplement que ça, quelle serait la réponse que tu aurais envie d'apporter? Je vous ai beaucoup parlé de sincérité. Je pense que l'avenir du retail, c'est de la sincérité avant tout, dans la façon dont ce qu'on vend. J'aime aussi dire que peut-être que le retail devrait plus s'intéresser à l'offre et la manière. Voilà. Ce qu'on met dans l'offre, ces fameux produits dont je vous parlais tout à l'heure, et la manière dont on le vend, et notamment le transfert d'émotions. Ça résonne avec les travaux de la Fondation Jaurès sur réhumaniser la société de l'absence quelque part et recréer ce lien, et avec le thème de One-to-One cette année et les 3 mots qui ont été convoqués par les équipes qui ont pensé et les comités édito qui sont simplicité, vision et fondamentaux. Oui. Quelque part, je ne sais pas comment est-ce que vous avez lu chez ProSol, comment toi tu as interprété ces 3 mots? Ils nous collent à la peau. Nous, on a 3 mots qui tournent en boucle: sincérité, plaisir et audace. Le retail de demain, c'est peut-être ça. Pour terminer, puisque j'aime bien utiliser les chiffres, vous l'avez compris, si toi, il y avait un chiffre dans les différents que tu peux avoir sous les yeux ou entre les mains, qui non pas t'empêche de dormir la nuit, mais en tout cas te donne matière à penser sur le sujet du retail. Alors, j'en ai un qui me travaille en ce moment, c'est le chiffre 4. 4 ans, c'est ce qu'il faut en moyenne entre le moment où on a trouvé un emplacement et le moment où on ouvre un magasin. 4 ans, rendez-vous compte. Et ce ne sont pas les travaux, c'est 15 mois de travaux. Donc aujourd'hui, si dans cette assemblée, il y a des gens qui sont en contact à l'administration, un petit coup de fil serait... Et puis j'en ai un deuxième, il est plus triste. Et alors pour le coup, en tant que professionnel, il m'inquiète, mais aussi en tant que citoyen, c'est le taux de natalité en France, moins 21% par rapport à 2010. Je trouve qu'une société qui ne se régénère pas, une société qui vieillit, est une société, je ne vais pas finir sur ce mot-là parce que voilà, qui se meurt, mais voilà. Donc je peux dire quelque chose à l'Assemblée. Oui. Faites des bébés. C'était donc Jean-Paul Mochet qui contribue au réarmement démographique à sa façon. Merci beaucoup pour ce... Et puis vous pouvez le faire dès à présent. Merci.
Si vous permettez, j'ai une petite demande à vous faire. J'espère que Sonia ne m'en voudra pas, parce qu'il y a 12 ans, entrait dans ma vie un petit garçon qui fait mon bonheur de chaque instant. Et donc c'était aujourd'hui, le 12 mars. Et donc, je suis extrêmement consciente de la chance et de l'opportunité qu'on a d'être tous réunis, voire du privilège ici à Monaco. Mais mon petit cœur de mère saigne un peu, et le sien aussi. Et je me dis qu'à défaut d'avoir un bisou de sa maman, s'il avait un bon anniversaire de, je sais pas, vous êtes au moins, enfin vous êtes très nombreux, beaucoup plus que je pourrais jamais lui dire. Si vous êtes d'accord et si la régie veut bien mettre de la lumière dans la salle, est-ce que vous voudriez bien souhaiter un joyeux anniversaire à Joseph avec moi? Bien sûr. C'est chouette. Je voulais coincer Vianney, mais j'ai pas eu le courage. Donc je me retourne, j'ai jamais fait ça, je suis pas du tout bonne en... Voilà, j'ai pas de dézoom. Tu veux que je le fasse ou pas? On fait comme ça, et je lui mets un petit mot. Jojo, je suis désolée de pas être là, mais du coup, je voulais te dire... Joyeux anniversaire. Merci pour lui. Merci Jean-Paul.